Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux et avec la bonne fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission et je vous en remercie pleinement. Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go! Aujourd'hui sur le podcast de La Bonne Fortune, j'ai l'immense plaisir de recevoir Paul Bourdois pour un épisode passionnant sur un thème que j'ai d'ailleurs jamais eu l'occasion jusqu'à aujourd'hui d'aborder sur l'émission, l'investissement dans les SCPI. Paul, je suis vraiment ravi de t'accueillir aujourd'hui à plusieurs titres. D'une part, tu es le cofondateur de France SCPI. Tu es également l'auteur du livre à succès, les SCPI pour les nuls. Bonjour Paul. Bonjour Ismaël. Enchanté de t'avoir ici sur le podcast. Est-ce que, déjà en quelques mots pour commencer, tu peux te présenter ton parcours et ce qui t'a amené à être cofondateur de France SCPI ? Alors oui, je m'appelle Paul Bourdois, je suis cofondateur de France SCPI, j'ai 38 ans, je suis le papa de 2 enfants, voilà, je suis breton, ça c'est important de le dire, et on est toujours fiers de ses origines. Oui. Ce qui m'a amené à faire de la SCPI, donc mon parcours il est assez classique, enfin, j'ai fait des études pour faire de l'audit. Audit financier d'entreprise, et je me suis rendu compte que il me manquait une dimension humaine, et je me suis dirigé après plusieurs expériences dans l'audit vers la gestion privée, gestion de fortune. Okay. Et j'ai démarré ma jeune carrière chez AXA en gestion privée. Et c'est là que j'ai fait la rencontre de mon associé, qui à l'époque était jeune professionnel comme moi, Olivier Ham. Et après avoir passé quelques années au sein de cette structure, on a découvert un produit qui était génial, qui s'appelait la pierre papier, qui était un peu remise au goût du jour. C'était en 2009, si mes souvenirs sont bons. Et avec Olivier, on s'est regardé, on s'est dit mais attends, c'est génial ce produit, ça parle à tout le monde, c'est assez précurseur finalement, même si c'est un produit ancien sur lequel il y a de l'historique, et ça permet de répondre à pas mal de problématiques, notamment celle du complément de revenu qui va être, et de la retraite évidemment, qui va être de plus en plus prégnante dans les années futures. Et donc on a décidé de lancer France SCPI avec une dimension digitale. Évidemment, il y a eu des étapes intermédiaires, mais en tout cas, on a lancé France SCPI en 2015, donc il y a une petite dizaine d'années maintenant, voilà, et je crois pouvoir dire effectivement qu'on est un expert de la SCPI en France. On n'est pas le seul, mais on est un site expert. Voilà. Je rebondis tout de suite. Tu évoques un terme, la pierre papier. Donc la SCPI, c'est de ça qu'il s'agit. Donc France SCPI, déjà pour recontextualiser, vous êtes un courtier en SCPI. On reviendra sur la notion de courtier en SCPI. Vous n'êtes pas une SCPI à proprement parler. Est-ce que tu peux juste redéfinir ce que c'est une SCPI et en quoi ça correspond à la pierre papier ? Déjà, pour bien comprendre, effectivement, nous, on est un courtier SCPI. Donc, ça veut dire qu'on est un site qui permet d'accéder à toutes les SCPI du marché, quasiment toutes, et d'investir en ligne. Mais on ne fait pas que ça. On est aussi un site d'information sur les SCPI. On nous dit souvent qu'on est le wiki SCPI. On est aussi un site d'actualité, c'est-à-dire que dès qu'il y a une SCPI qui achète un bien, qui le vend, qui le gère, etc., on relaye les informations. Et puis on a un outil comparateur qui permet de simuler aussi les SCPI et donc d'investir in fine. Voilà, et on fait du conseil en investissement sur les SCPI.
Et pour répondre à ta question, une SCPI, c'est assez simple. C'est une société qui détient un portefeuille d'actifs, donc un portefeuille d'actifs, un portefeuille de biens immobiliers. En général, ce sont des biens professionnels. Donc ce qu'on entend par professionnel, c'est tout ce qui est différent de résidentiel. Donc ça peut être des bureaux, des commerces, des entrepôts, des hôtels, des biens liés à la santé, des biens liés à la logistique, bref, tout ce qui est en opposition, tout ce qui n'est pas résidentiel. Et elle va gérer ce bien, c'est-à-dire que la gestion, ça veut dire quoi? Ça veut dire acheter, ça veut dire vendre, ça veut dire gérer les locataires, gérer les travaux. Et évidemment, ce portefeuille d'actifs, de biens, elle ne se le constitue pas tout seul, elle se le constitue avec l'aide d'épargnants qui vont acheter une ou plusieurs parts de la société, de la SCPI, et donc indirectement acheter une partie de chaque bien. Et en contrepartie de cela, eh bien, ils percevront un revenu, un loyer, un dividende, pour dire les choses plus précisément, au prorata de ce qu'ils ont investi. Voilà. Et une SCPI aujourd'hui, en tout cas en 2022, en moyenne, ça générait un revenu. J'anticipe peut-être un peu sur les questions futures que tu as, mais le revenu, il était de 4,5% en moyenne, un peu plus, en 2022, sachant qu'il y en a qui servent moins de rendement, mais évidemment, il y en a qui servent plus. Exactement, ouais, très très clair. Donc cette notion de SCPI, donc Société Civile de Placement Immobilier, un investisseur qui rentre dedans, il achète des parts de la société. Donc c'est pour ça cette notion de pierre-papier, il n'est pas directement propriétaire, avec ses avantages, ses inconvénients, on y reviendra. Le marché de l'immobilier aujourd'hui, donc là on est fin 2023, on se dirige tout droit sur l'année 2024, a été quand même assez fortement mouvementé et les SCPI ne sont pas épargnés. L'actualité, là ce matin encore, je lisais un article sur Le Monde disant que bon, il y a quand même pas mal de SCPI qui ont vu la valorisation de leur part baisser entre 6, j'ai noté entre 6 et 17% pour citer Le Monde. Oui. Est-ce qu'il y a une crise aujourd'hui dans l'immobilier et plus particulièrement au sein des SCPI? Alors, ça dépend ce qu'on appelle crise. Je sais que les journaux aiment bien, les quotidiens aiment bien employer des termes qui sont un peu... qui annonce la fin du monde, mais ce qui se passe, en fait, pour revenir un peu à l'origine, depuis 2022, on connaît un certain nombre de chamboulements sur la scène mondiale, notamment la guerre en Ukraine, et qui fait qu'on a une inflation, et qui fait donc que on a tout un tas de répercussions, et notamment sur toutes les classes d'actifs, aucune n'est épargnée, et notamment sur l'immobilier. Et l'immobilier commence à corriger. Corriger, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des baisses de valorisation, pour faire employer quelques raccourcis. Et ces baisses de valorisation, elles ont touché les pays plutôt anglo-saxons. Puis on a vu des dévalorisations en Hollande, en Allemagne. Okay. Et évidemment, arrive la France depuis quelques semaines, quelques mois. Et donc, Évidemment, les biens qui sont à l'intérieur des SCPI, qui sont détenus par les SCPI, eh bien, elles voient leur valorisation baisser. Et leur valorisation, elles impactent directement leur prix de part. Et donc, certaines SCPI sont obligés de baisser leur prix de part. Donc ça veut dire que certains ont acheté leur part à je sais pas moi, à 100 € par exemple. Eh bien, elle baisse effectivement de quelques pourcents. Elle passe à 90 € par exemple. Donc on a une baisse de 10% là dans le cas que je viens de citer dans l'exemple. Donc est-ce qu'il y a une crise? Oui, il y a des corrections qui se font. Sur certaines SCPI, la plupart du temps, ce sont toujours les mêmes typologies de SCPI. Il en existe à peu près 200 des SCPI et il y en a une vingtaine qui a dévalorisé son prix de part. Donc, une vingtaine sur 200, c'est pas une crise, mais c'est suffisamment important pour qu'on se dise il se passe quelque chose, attention, voilà. Et les SCPI ne sont pas épargnés par les corrections qu'il peut y avoir. Donc il n'y aurait qu'une vingtaine de SCPI qui aujourd'hui ont vu leur prix de part baisser donc sur plus de 200. En fait, on peut simplement faire la comparaison avec le marché immobilier classique pour faire le comparaison avec le résidentiel. Par exemple, à Paris, où certains quartiers, certains arrondissements étaient au-dessus des 10 000 € au mètre carré, et voit aujourd'hui un prix revenir en deçà des 10 000 €. Et donc, on parle plus de correction, de tendance de marché, de ralentissement plutôt que de crise, en effet. Et je m'étais interdit, et j'ai recommencé, mais je m'étais interdit d'employer ce mot sur l'émission. Mais oui, on peut faire le parallèle avec le prix de l'immobilier classique résidentiel.
Oui, on peut, sachant que le but des SCPI de rendement, qui s'appelle, c'est leur autre petit nom, les SCPI de rendement, le but, c'est de procurer du rendement, du revenu aux personnes qui y investissent, qui sont nommées les associés. Et donc, effectivement, quand on investit à Paris, par exemple, quand on achète, on se dit que peut-être le bien va être revalorisé, et c'est un peu pour ça qu'on achète. Les SCPI, le but, c'est d'avoir du rendement. Et nous, c'est ce qu'on dit à nos clients, je rentre un peu dans le vif du sujet, on leur dit, attention, vous allez avoir du rendement, ça peut d'ailleurs fluctuer, mais si vous avez une dévalorisation ou une revalorisation, c'est la cerise sur le gâteau. Il ne faut pas compter sur les SCPI pour voir son capital doubler. C'est pas le but. Et donc, si on fait le parallèle avec un studio à Paris, par exemple, qu'on achète, je sais pas moi, 100 000 euros pour prendre un chiffre rond, c'est pas parce qu'il baisse à 90 000 euros qu'on va vendre cet appartement. Non, parce qu'il y a toujours un locataire dedans, parce que le locataire paye toujours son loyer. C'est un peu la même chose avec les SCPI. Oui, ça peut fluctuer, oui, la valorisation peut fluctuer, mais il y a toujours un rendement qui tombe, et c'est ça qui est important, intéressant. Ok, d'accord, super clair, super intéressant. Donc, l'objectif des investisseurs, de base, doivent être tournés sur, comme tu l'évoquais tout à l'heure, que ce soit pour préparer la retraite, faire un complément de revenus avec ce rendement. Donc, tu parles d'une moyenne sur 2022 de rendement versé à 4,5%, indépendamment justement de la valorisation. Pour rentrer justement dans le vif du sujet, comment ça se passe réellement, techniquement, pour un investisseur qui souhaite investir dans les SCPI? Parce que j'imagine qu'il y a des frais, il y a de la fiscalité, il y a des charges, il y a tout ça à prendre en compte, donc peut-être des tickets d'entrée plus ou moins élevés. Comment ça se passe techniquement? Et peut-être première question avant ça, quels sont les types d'investisseurs qui investissent d'une façon générale dans les SCPI? Ça va être plutôt des personnes âgées qui souhaitent préparer une retraite ou un complément de revenu, ou c'est accessible aussi aux plus jeunes d'une façon générale? Alors, je vais faire une réponse de Normand, même si je suis breton. En fait, il y a la SCPI. Alors, évidemment, plus on est âgé et plus on a envie d'investir dans la SCPI. Mais on rencontre tout type d'investisseurs. Il y a des gens qui ont une vingtaine d'années qui investissent à partir de 200 euros, plutôt que d'investir dans, je sais pas moi, les crypto-monnaies qui sont un peu plus fluctuantes, ou d'investir sur un livret. Donc elles achètent une part par an ou une tous les mois, en fonction du budget. Vous avez des personnes qui sont un peu plus âgées, qui ont 35 ans, qui sont en train de se constituer un capital grâce à l'effet du levier de l'emprunt. Donc ça, évidemment, c'est une autre typologie de personnes. Je dirais que la plupart des gens ont plutôt plus de 40 ans et investissent pour se créer un complément de revenu en vue de la retraite ou en vue de partir avant le départ, l'âge légal du départ à la retraite. Et donc, effectivement, il se constitue petit à petit un revenu. On a pas mal de personnes aussi qui sont plus âgées, qui ont plus d'une soixantaine d'années, qui sont déjà des investisseurs immobiliers et qui nous disent, alors moi, l'immobilier en direct, c'est terminé, j'en ai marre de gérer un locataire, j'en ai marre de gérer des problèmes de plomberie pendant mes vacances. J'investis dans les SCPI, c'est de la gestion, mais sans les problèmes, pour rester poli, sans les problèmes de locataire. Donc je délègue tout et ça me rapporte plus qu'un petit appartement. Donc voilà. Et techniquement, pour répondre à ta question, eh bien, on définit effectivement la SCPI sur laquelle on a envie d'investir. Alors on définit soit tout seul, soit avec un conseiller comme France SCPI. Et à partir de là, on peut en acheter plusieurs parts, de plusieurs SCPI en même temps. On peut panacher un portefeuille. Et à partir de là, eh bien, effectivement, on arrive à être propriétaire de plusieurs parts qui nous procurent un revenu tous les trimestres ou tous les mois selon la SCPI. Voilà. Ok, d'accord. Ouais. Donc les rendements sont distribués quand même de façon assez régulière, assez rapide. Tu parles donc de tous les mois, voire tous les trimestres. On n'est pas obligé d'attendre la fin de l'année pour recevoir son chèque, entre guillemets, par rapport au placement. Ouais. Alors, sans rentrer dans le technique un peu rébarbatif, il y a quand même un délai qui doit être respecté, qui est propre à chaque SCPI, durant lequel on ne perçoit pas de revenus. Donc, ça s'appelle le délai de jouissance, pour employer le terme exact. Et ce délai de jouissance, il peut varier de 0,
C'est-à-dire qu'on peut prétendre à avoir les revenus tout de suite à 6 mois, dans certains cas. Donc, et après, une fois qu'on est sorti de ce délai de carence, finalement, eh bien, on a des loyers qui sont versés soit tous les mois. Alors, en général, c'est plutôt marginal. Il y a quelques SCPI qui font ça. La plupart des SCPI servent le rendement trimestriel, tous les trimestres, parce que dans l'immobilier professionnel, quand on est une entreprise, qui sont les locataires donc des actifs loués par la SCPI, on paye son loyer une fois par trimestre. Ok, d'accord, ouais. Tu as quand même tout de suite là déjà commencé à évoquer peut-être un des gros points forts comparé à l'investissement en direct de la SCPI, c'est le côté la gestion locative pour l'investisseur qui souhaite investir en direct. Potentiellement, il peut être confronté à des ennuis, on peut se faire plaisir avec le terme, à des emmerdes concernant la gestion locative, ce qui n'est pas du tout le cas sur l'investissement en SCPI, où là il y a une gestion totalement passive qui est effectuée par vous, France SCPI. Alors non, nous on est une société qui intermédie, qui conseille. Donc on va conseiller nos clients sur telle SCPI, sur la SCPI X, sur la SCPI Y. On a des convictions sur tel type de SCPI, etc. Et nous on ne s'occupe pas de la gestion locative. C'est la société de gestion qui gère la SCPI qui va s'en occuper. Donc effectivement, pour confirmer ce que tu viens de dire, effectivement on a en tant qu'associé d'une SCPI, en tant qu'épargnant qui a investi dans cette SCPI, on n'a pas de locataire à gérer, pas de travaux, pas de biens à gérer, pas de peinture, pas de je ne sais quoi. Tout est terminé. On encaisse juste les loyers. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote assez marrante là-dessus. On a une cliente qui a investi en SCPI avec nous et qui nous a dit attendez, c'est la première fois qu'un placement financier me rapporte de l'argent. Bon, en vérité, je pense pas. Je pense qu'elle avait déjà fait d'autres placements, mais la SCPI, vous investissez et tous les trimestres ou tous les mois, vous avez votre ligne crédit sur votre compte bancaire, crédit, le loyer qui est versé. Et donc, il y a un côté, oui, placement financier et en même temps immobilier qui génère de l'argent, qui génère des revenus. Et c'est concret. On le voit directement sur son compte courant, voilà, comme un loyer, comme un locataire qui vous paierait son loyer. Ok, ouais, super intéressant. On avait fait une émission avec Jérémy Nabé, l'hôte du podcast Ça fait un bail, sur l'immobilier d'une façon générale. Et j'avais bien aimé son expression. Si on n'est pas capable en direct, sur un investissement immobilier en direct, de faire plus de 5-6% ou 7%, ça sert à rien. Autant acheter de la SCPI parce qu'au moins, encore une fois, on n'a pas cette gestion. Tu parles d'un rendement moyen donc à 4,5% sur 2022. Si ça te va, on prendra peut-être pour imager, puis pour s'il y a des calculs, un rendement fixe à 5%. Oui. J'imagine donc quelqu'un qui investit 1000 euros a ses 5% versés donc trimestriellement, mais l'équivalent sur un an de 50 euros. Du coup, ce rendement-là, j'imagine que c'est un rendement cible qui est proposé par la SCPI, mais ne s'engage pas, ne peut pas garantir ce rendement. Non, c'est vrai. On n'a pas évoqué les avantages de la SCPI, enfin on en a évoqué quelques-uns, mais moi ça me va très bien de commencer par les inconvénients. Effectivement, de la même manière que lorsque tu investis dans l'immobilier classique, tu n'as pas de garantie de loyer. Bien sûr. Aucun agent immobilier ne peut te dire je vous garantis qu'à vie, ce sera ce loyer-là. Vous allez peut-être avoir un locataire qui va partir ou des travaux qui vont devoir démarrer, qui rendra impossible la location du bien. Et ben, dans les SCPI, c'est exactement la même chose. On ne peut pas garantir le loyer. Mais néanmoins, on a quand même un historique, même si, comme l'expression consacrée le dit, les performances passées ne présagent pas de l'avenir. Les SCPI, effectivement, n'ont pas de garantie de loyer, mais ont un historique intéressant depuis les années 80, depuis 1988, donc on a quand même eu quelques crises. On est en train d'en vivre une, puisqu'on peut appeler ça comme ça, avec les différents conflits qui impactent l'économie. On a eu des crises de l'immobilier dans les années 90, crise des TNT en 2002, crise des subprimes à la fin des années 2000. Bref, les SCPI n'ont jamais servi un rendement qui était au-dessus de 8%, mais jamais un rendement qui était en dessous de 4%, donc en moyenne. Donc on est dans une bande passante qui est certes sinusoïdale, mais qui est extrêmement intéressante et extrêmement rassurante pour les épargnants, parce que ça permet de se projeter, de se dire, bon,
Le rendement n'est pas garanti, mais il est fort probable que j'ai entre plus 4 et plus 8% de rendement. Et ça permet de se projeter pour sa retraite, par exemple. Oui, tout à fait. Donc là, on est clairement sur une classe d'actifs qui est quand même assez stable, avec une volatilité très très faible et un niveau de sécurité assez élevé si on devait faire le comparatif avec d'autres classes d'actifs, peut-être comme la bourse, tu parlais des crypto-monnaies, etc. etc. C'est quelque chose de peut-être en effet avec un rendement, pour les investisseurs immobiliers les plus chevronnés qui nous écoutent, qui vont aller chercher du rendement à 2 points, etc. C'est peut-être quelque chose qui peut paraître comme moyen d'une façon générale, mais c'est quand même assez safe, assez secure et quand même assez garanti de par l'historique auquel tu fais face. Et j'imagine que chaque SCPI, plus ou moins jeune pour le coup, mais a son historique et on a cette visibilité, l'investisseur a cette visibilité. Vous accompagnez l'investisseur par rapport à ça, quelqu'un qui dirait je préfère peut-être me tourner sur... forcément, on cherche tous le rendement le plus intéressant possible, mais potentiellement, je préfère me tourner, mettre mes billes dans une SCPI qui délivre 5% depuis 20 ans, où là, je suis potentiellement plus en sécurité quand même, que quelqu'un qui délivre 6 ou 7%, mais par contre, qui a un historique qui vient d'être créé il y a 1 an, 2 ans. Vous avez visu sur tout ça, vous avez les datas, j'imagine, chez France SCPI. Ah, bien sûr, on a une grosse base de données là-dessus. Alors, là, je parle de mon expérience avec nos clients, mais à chaque fois qu'on a une personne qui nous appelle avec des convictions en disant « Bon, écoutez, moi, j'ai envie d'investir dans quelque chose qui est le plus rentable possible. » Donc, la meilleure SCPI, l'année dernière, fournit un rendement qui est de 7,64%, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même pas 2 fois plus, mais c'est quand même bien au-dessus des 4,53 en moyenne. Bon. On sait que les convictions, c'est aussi fait pour être challengé. Donc on lui montre des métriques qui sont intéressantes, qui sont des métriques d'historique, qui sont des métriques de valorisation, etc. Et en général, ou de réserve. Et en général, la personne qui nous dit « moi je veux le plus de rendement », en préambule, elle nous dit oui, c'est vrai que vous avez raison, peut-être qu'il faut que je privilégie un rendement moins élevé, mais avec un historique qui est plus fort, plus rassurant, avec des bases plus solides. Voilà, tout est... donc oui, on conseille, pour répondre à ta question précisément, oui, on conseille et on accompagne grâce à tout l'historique et à l'expertise qu'on a. Mais on fait face aussi aux convictions des clients et qui peuvent être challengés, comme je le disais, ou qui peuvent être contrariés. Voilà, c'est la vie du choix de la SCPI n'est pas un long fleuve tranquille. Voilà. On parlait davantage d'inconvénients. Donc là, en termes d'avantages, tu parlais de tickets d'entrée accessibles. Tu évoquais 100 ou 200 euros, je ne sais plus dans l'exemple. Oui, 200, oui. 200 euros. Toutes les SCPI, on peut investir à partir de 200 euros ou chacun fixe son barème. C'est quoi la norme ? Alors, il n'y a pas de norme et effectivement, chaque SCPI fixe son barème. Elle dit, voilà, mon prix de part, c'est tant. C'est un prix qui est connu de tous, qui est fixé, qui peut être modifié à la hausse comme à la baisse au fur et à mesure du temps. Mais il y a un prix de part et puis il y a un nombre de parts minimum. Donc effectivement, la SCPI la plus accessible, je crois que c'est... Enfin, j'arrondis à 200 euros, mais plus précisément, c'est 187 euros ou 189 euros. Et puis, vous pouvez aller jusqu'à 5 000 euros minimum, mais... En clair, les SCPI, c'est relativement accessible. Entre 200 et 5 000 euros, il y en a plein qui sont accessibles à 300, 350, 400, 1 000 euros, etc. Ouais, la fourchette est là. Ouais, absolument. Ok. En termes de... Donc pareil, l'investisseur, il est content parce qu'il va investir potentiellement dans une SCPI qui elle-même va être diversifiée sur plusieurs biens. Est-ce qu'il y a une moyenne de détention de biens ? Tu parlais de bureaux, de commerces, d'entrepôts. Il y en a qui sont spécialistes dans tel ou tel domaine, ou il y en a qui font un petit peu de tout. Et combien de biens, grosso modo, détient une SCPI en moyenne ? Les SCPI, et c'est ça qui est intéressant, c'est un des avantages, c'est qu'elles peuvent investir sur différentes typologies de biens, effectivement. Il y en a qui sont spécialisées, mais il y en a aussi qui sont dites diversifiées, c'est-à-dire qu'elles peuvent investir dans toute typologie de biens. Il y en a qui sont spécialisés dans les bureaux, dans les commerces, dans les actifs logistiques, dans les entrepôts. Et la moyenne de biens, ça fait donc écho à un des avantages de la SCPI, qui est la mutualisation du risque, c'est-à-dire que en moyenne, dans les SCPI, chaque SCPI détient 50 biens
qui, chaque bien, est loué à 3 locataires en moyenne. Donc ça fait en moyenne 150 locataires par SCPI. Il y en a qui en ont moins, il y en a qui en ont plus, évidemment. C'est une moyenne. Mais 150 locataires, ça veut dire que si j'ai un locataire qui arrête de payer, j'en ai 149 autres qui sont là pour payer. Et donc ça dilue le risque locatif que je supporte en investissant là-dedans. Si j'ai un studio que je loue, c'est soit 1, soit 0. Mon locataire, s'il paye plus, j'ai plus de rentrée d'argent. Voilà. Donc ça, c'est un des avantages aussi de la SCPI. Ouais, tout à fait, ouais, super intéressant. Quand tu dis il y a en moyenne 3 locataires par bien, c'est-à-dire que quand tu dis un bien, c'est que j'imagine il y a un bureau avec 3 lots de bureaux et donc il y a 3 locataires. Donc quand tu parles de 50 biens, ça peut être potentiellement 150 unités. Oui, tout à fait. Absolument. 150 unités locatives, absolument. Si c'est un bureau de 3 étages où il y a un locataire par étage, effectivement, ça fait un bien, mais pour 3 locataires. Ouais. Ce qui permet d'avoir cette stabilité du rendement in fine que tu évoquais avant. Sur les points négatifs que j'y vois, encore une fois, moi personnellement, comme je te le disais en amont de cette émission, jusqu'à aujourd'hui, même si ça m'intéresse fortement pour plein de raisons, je n'ai jamais pour l'instant investi dans les SCPI. C'est pas bien. On aura l'occasion d'y revenir et de rediscuter après. Il y a les frais d'entrée qui peuvent paraître pour certains rédhibitoires. J'imagine qu'il n'y a rien de réglementé là-dessus et chacun est libre d'appliquer oui non. Mais souvent on entend parler de frais d'entrée qui tournent peut-être aux alentours de 10%. Tu me corrigeras si je dis des bêtises. Mais 10% pour un investissement qui en rapporte, disons 5, il faut déjà aller à la virgule, mais il faut déjà 2 années pour retomber sur ses pattes. C'est quelque chose qui, d'une part, vient gréver un petit peu la force des intérêts composés sur le long terme, etc. etc. À l'entrée, on vient perdre un petit peu cet effet boule de neige. Et deuxièmement, ça a un impact aussi sur la liquidité, sur l'immobilisation des fonds aussi d'une certaine manière. Est-ce que les frais sont vraiment d'entrée à cette hauteur-là ? Et qu'est-ce que ça comprend dedans ? Alors déjà, il y a un point qui est important. C'est pas tout à fait des frais d'entrée. Ça s'appelle des frais de souscription. Donc là, tu vas me dire, merci de jouer sur les mots. Tout à fait, oui. Mais c'est pas exactement la même chose. Les frais de souscription dans les SCPI, ce sont des frais que tu supportes lorsque tu revends tes parts. Donc l'effet boule de neige des intérêts composés dont tu parlais, contrairement à l'assurance vie où on peut avoir des frais d'entrée, si j'ai des frais d'entrée de 10% et que j'investis 100 000 euros, eh bien, je n'ai plus que 90 000 euros investis, sur lesquels la somme va travailler sur les 90 000 euros. Dans les SCPI, quand j'investis 100 000 euros et que j'ai 10% de frais de souscription, eh bien, c'est bien 100 000 euros qui sont investis et pas 90 000. Donc ça, c'est la première chose. Et si j'ai 5% de rendement, effectivement, j'ai 5%, pas de 90 000, mais de 100 000 euros. Bon, ça, c'est la première chose. Ensuite, effectivement, ça me paraît tout à fait logique qu'on ne va pas conserver ces parts de SCPI 2 ans seulement. On s'engage pour beaucoup plus longtemps. Pourquoi ? Parce que le sous-jacent est immobilier. Et donc, on a du mal à imaginer qu'on investisse dans l'immobilier pour 2 ans et qu'on ressorte après. Donc, effectivement, oui, il y a ces frais qui sont là, qu'on supportera lorsqu'on revendra ses parts. Donc, nous, on a des clients qui ont investi dans les années 80, par exemple, donc pas avec nous, et qui nous disent aujourd'hui, on a 200 000 euros de parts de SCPI. On n'en a pas revendu nos parts, donc on ne les a pas supportées pour l'instant. Évidemment, ils les supporteront s'ils vendent leurs parts. Mais ça nous rapporte aujourd'hui plus qu'un petit appartement. Et la moyenne de détention des SCPI, c'est 22,7 années. Donc une personne qui investit dans les SCPI, ça lui plaît tellement qu'elle garde ses parts pendant 22,7 ans. Les frais, ils sont importants aussi, et je trouve ça, évidemment, moins on paye de frais et mieux on se porte, mais ça a une vertu, c'est que ça empêche les investisseurs aussi de faire des allers-retours. Si on a des SCPI qui n'ont pas de frais, moi j'investis comme un super livret, donc ça vient aussi quelque part empêcher l'épargnant de dénaturer le produit. Ouais. Ça peut aller, ces frais ils peuvent aller de 7,5% à 12%, donc effectivement c'est costaud. Donc quand on investit là-dedans, on investit pour quelques années. Il y a des SCPI qui sont dites sans frais. Alors
Moi, je connais personne qui travaille pour rien, donc c'est des SCPI qui n'ont pas de frais de souscription ou frais d'entrée, si on veut les appeler frais d'entrée, mais qui en ont par ailleurs. Et ces SCPI-là, on achète sa part à 100, on ressort à 100. Mais néanmoins, il y a des contreparties qui sont que il y a des frais de gestion qui sont plus importants, il y a des frais de transaction qui sont plus importants, des frais de gestion des travaux aussi. Et on est contraint de rester au minimum 5 ans. Parce que sinon, si on ne met pas de frais de souscription, les investisseurs se disent moi, je peux ressortir au bout d'un an, j'encaisse mes 5% et merci, au revoir. Donc, il y a d'autres contraintes. Donc voilà, ces frais de souscription, ils sont importants. Parce que ça permet aussi de faire réaliser à l'épargnant qu'on n'est pas sur un livret, quoi. On n'est pas sur quelque chose de court terme. Je prends toujours le parallèle avec un studio qu'on achèterait. Il y a des frais qui sont des frais de notaire, des frais de travaux pour remettre tout ça en ordre, etc. Dans les SCPI, c'est un peu pareil. Même si ces frais de souscription ne servent pas à payer les frais de notaire, c'est comparable en termes de proportion. Voilà. Ouais, d'accord. Après ce long monologue. C'est très intéressant et bien décrit. Et justement, sur le podcast, on a le temps, c'est tout l'intérêt de vraiment aller en profondeur pour bien comprendre les mécanismes. Donc, tu parles de frais de souscription, de frais de gestion et également de... Peut-être, est-ce qu'il y a des frais à la sortie ou sur une éventuelle plus-value, etc., etc. Est-ce que ça peut être conditionné ou c'est du cas par cas ? C'est du cas par cas, c'est vraiment une politique propre à chaque SCPI. Il peut y avoir des SCPI qui se servent effectivement sur des reventes de biens, donc c'est noté noir sur blanc, il n'y a pas d'opacité là-dessus, donc on prendra une commission qui peut être de 15% sur la plus-value qu'on observera lorsqu'on revendra les biens, etc. Donc oui, chacun fait comme il veut, mais quand on parle en tout cas de rendement, de taux de distribution, puisque c'est le terme technique pour savoir ce que l'on va avoir sur son compte. Le taux de distribution, il est net de tout frais, donc net de frais de gestion, frais de transaction, etc., etc. Mais pas net de frais de souscription, évidemment, qu'on paye à la sortie. Et non, dans les SCPI, il n'y a pas de frais de sortie qui seraient ajoutés en plus à d'autres frais. Vous qui êtes courtier en SCPI, est-ce que ça vient s'ajouter ? Comment ça se passe par rapport aux frais de la SCPI classique ? Alors, nous, effectivement, on est un intermédiaire qui conseille et notre rémunération, elle provient de la société de gestion qui gère la SCPI. Donc, on a une rétrocession de commission, voilà comment ça s'appelle techniquement. Mais ça ne coûte pas plus cher, c'est pas en plus de ce que l'épargnant paierait s'il passait directement par la société de gestion. On nous fait souvent la remarque en nous disant oui, mais attendez, moi, si vous êtes un intermédiaire, donc forcément ça coûte plus cher, moi je vais passer en direct. Et c'est un bon réflexe, effectivement. Sauf que non, ça coûte pas plus cher, c'est exactement le même prix, c'est sur le principe d'équité des droits des associés. Mmh. Si un client passe en direct, il paiera la part au même prix que s'il passe par nous. Mieux encore, il aura en général un conseil en passant par nous. On a vu des SCPI qui ont dévalorisé leur prix de part. Nous, on était là pour appeler nos clients pour dire attention, je pense qu'il faut sortir de cette SCPI. Ce que la SCPI ne ferait pas si vous étiez passé en direct, si le client passe en direct. Ils ne vont pas appeler pour vous dire « je pense que notre SCPI va mal, il va falloir vendre ses parts ». Non. Donc voilà, c'est notre qualité de conseil. Ça ne coûte pas plus cher, ça coûte le même prix. D'accord, donc c'est vraiment une rétrocession. Allez, pour vulgariser, en gros, la SCPI, c'est elle qui va réduire un petit peu sa marge pour vous rémunérer parce que vous apportez du trafic tout simplement. Oui, c'est ça. Et techniquement, les personnes, les experts, les conseillers qui discutent avec tous nos clients ne connaissent absolument pas les niveaux de rétrocession qu'il y a entre les sociétés de gestion et France SCPI, ce qui permet à aucun moment d'avoir un conflit d'intérêt, de se dire je vais proposer plus cette SCPI parce qu'elle est intéressante. Ouais. Non, ils n'en savent rien. Il n'y a que deux personnes qui connaissent les rémunérations, c'est moi et mon associé, et on n'influe absolument pas sur le choix des SCPI. Voilà. L'investisseur a tout intérêt à se porter sur un courtier, que ce soit vous, éventuellement d'autres, s'ils fonctionnent de la même façon, mais pour avoir d'une part ce choix, parce que vous avez peut-être orienté sur plusieurs SCPI, donc une diversité, et en plus avec une notion de conseil qui est toujours intéressante à prendre, quoi. Ouais.
Ouais, et puis on le voit aujourd'hui, par exemple, donc il y a une vingtaine, comme on le disait, de SCPI qui ont dévalorisé leur prix de part. Et ben, on se rend compte que dans notre portefeuille, ça représente moins de 5% de tous les clients qu'on a conseillés qui sont exposés à ce type de SCPI. Donc, on est un courtier qui permet d'avoir accès à toutes les SCPI, mais dans l'absolu, on a aussi des convictions sur des SCPI et jusqu'à présent, je touche du bois, jusqu'à présent, on a bien fait notre métier en conseillant des SCPI pertinentes. Voilà. Ok, d'accord, ouais, très très bien. Bon, écoute, merci pour cet éclairage. Si jamais des auditeurs de La Bonne Fortune souhaitent investir et passer par vous, je tiens à dire que je ne suis pas commissionné, rétrocédé, aucune rétrocession de mon point de vue. Vous pourrez toujours le signifier que vous venez de la part du podcast de La Bonne Fortune suite à cet épisode, ça fait toujours plaisir, mais il n'y a pas de rétrocession et vous ne paierez pas plus cher, bien évidemment, en passant par l'intermédiaire de cette émission. Ouais, je confirme, la main sur le cœur, que je suis invité à ce podcast et qu'il n'y a pas de rétrocession de notre part. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier Marie. Je ne sais pas si je l'ai fait pour la sollicitation initiale. Donc si Marie écoute ce podcast, on la salue. Je prends ces quelques secondes pour te remercier d'être fidèle au rendez-vous du podcast de La Bonne Fortune. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter et à le partager, et ça me fait chaud au cœur. Le podcast de La Bonne Fortune, c'est une émission gratuite et disponible pour le plus grand nombre. Du coup, je te remercie de bien vouloir prendre quelques instants précieux afin de mettre une évaluation sur Apple Podcast, Spotify ou la plateforme de ton choix. Ça fait plaisir aux algorithmes et ça me permet de continuer à recevoir des invités inédits et exclusifs. Et si tout comme Vanessa, Sylvain, Charlotte et d'autres, tu souhaites aller plus loin et être entouré d'investisseurs au mindset ambitieux et bienveillant, tu peux, en fonction des places disponibles, nous rejoindre dans la communauté privée de La Bonne Fortune. Maintenant, place à la suite de cette émission. Le rendement moyen l'a annoncé à 4,5 distribué l'an dernier et est un rendement net de frais. Net de tout frais. Ok. Absolument. Net de tout frais, c'est 4,53, c'est ce qu'on a sur notre compte. Quand on investit, j'investis 100, j'ai 4,53 sur mon compte qui arrive. Et c'est net de tout frais, mais pas de fiscalité, évidemment. Exactement. Écoute, tu me fais faire la transition parfaite. Quid de la fiscalité pour les SCPI? Donc dans l'immobilier classique, ça va dépendre du mode d'exploitation, location nue, location meublée, en société commerciale, IS, etc. Pour les SCPI, ça se passe comment la fiscalité? Alors ça dépend de qui investit. La plupart du temps, ce sont des personnes physiques, donc des épargnants comme toi, comme moi, qui sont effectivement assujettis à l'impôt sur le revenu. Et donc les revenus des SCPI vont être traités exactement comme un revenu locatif classique, c'est-à-dire tranche marginale d'imposition plus les prélèvements sociaux, donc CSG, CRDS. Donc si on est qui sont de 17,2%. Donc si on est dans une tranche à 30% par exemple, ça fait 30% plus 17,2 égale quasiment 50%. Donc la moitié des loyers partent en imposition. Et ça, c'est le régime commun de tout investissement immobilier. Voilà. Tout à fait. Donc basé sur le régime des revenus fonciers. Absolument. Il y a évidemment des moyens d'atténuer cette fiscalité. Maintenant, évidemment, c'est impossible de la gommer totalement. Sinon, ça ne marche pas. On peut investir sur des SCPI dont certains actifs sont situés en Europe, ce qui permet d'avoir une fiscalité adoucie, qui est moins forte. On peut également décider d'investir par emprunt, ce qui permet de déduire des loyers les intérêts d'emprunt. On peut également décider d'investir via une SCI, des sociétés à l'IS. Bref, il y a tout un moyen d'atténuer la fiscalité. Mais on ne pourra pas la gommer totalement. C'est comme ça. Super intéressant. Je te faisais part en introduction là, de l'étude de cas qu'on a réalisée dans la communauté privée là, sur une des personnes qui avait investi un petit peu justement sur différents types que tu évoques, avec différents buts patrimoniaux, même d'une façon générale. Mm-hmm. Donc la fiscalité, une personne physique, revenu foncier, pour résumer, on peut le faire également
en société, donc là on est sur l'impôt sur les sociétés, Oui. Donc 15 ou 25% en fonction de quel bénéfice on réalise, donc qui vient tout de suite diminuer si on est sur une TMI assez élevée. Ça peut être intéressant si on a une boîte commerciale, etc., de le faire comme ça. Tu parles d'investir exactement, par exemple sur des SCPI à l'étranger. Est-ce que juste en 2 mots tu peux développer par exemple comment on fait et comment ça se passe? C'est qu'on est imposé à l'étranger, donc du coup c'est plus les règles de la France, il y a des conventions fiscales. Comment ça se passe d'un point de vue technique de façon assez rapide, si tu peux juste développer ça? Oui, alors en fait c'est des SCPI qui se sont dites le terrain de jeu de la France, il est intéressant, mais il y a aussi des actifs à aller chercher, des actifs sur lesquels investir à l'étranger, notamment en Allemagne ou en Europe du Sud, dans des pays comme l'Espagne, Portugal, Italie. Et donc, effectivement, elles se sont mises à se créer un portefeuille en Europe. Et ça permet de diversifier géographiquement. C'est aussi quelque chose d'important parce que les SCPI, quand on est investisseur tout seul dans son coin, on ne va pas aller acheter un appart à Hambourg ou à Francfort ou à Madrid. On ne s'y connaît pas forcément. Mais les SCPI, elles le permettent. Et ça a aussi la vertu de permettre une fiscalité qui est adoucie parce que la fiscalité dans ces pays-là, elle est moins forte qu'en France. Bon, c'est comme ça. Et donc, les conventions fiscales entre ces différents pays permettent d'éviter ce qu'on appelle la double imposition et donc de réduire, c'est des calculs savants, mais qui font que plutôt que d'être fiscalisé à 30% en termes de TMI ou 41%, on est fiscalisé un peu moins, donc on va être fiscalisé à 20% sur la part qui est détenue à l'étranger. Et donc ça permet d'optimiser. Donc, quand on voit effectivement des SCPI qui fournissent à l'étranger 5%, versus une SCPI qui serait en France qui aurait un rendement de 5%, on se rend compte que net dans notre poche, après fiscalité, c'est pas exactement le même montant. Et donc on a une fiscalité qui est un peu plus douce à l'étranger. Voilà, c'est comme ça, c'est les particularités de la France. Il n'y a rien de magique, mais il y a quand même des solutions pour peut-être éventuellement atténuer un petit peu le champ fiscal d'une certaine manière, très très intéressant. Tu parlais de levier bancaire. Les SCPI, c'est une des seules classes d'actifs de valeur mobilière, du coup, si on peut appeler ça comme ça, avec lesquels il est possible d'investir sous emprunt. Demain, je ne vais pas aller voir ma banque pour dire j'aimerais faire un crédit de 200 000 euros pour acheter du bitcoin ou être sur la bourse ou quoi aux caisses, hormis de faire des nantissements, des montages très très complexes. 99,9% du temps, je vais avoir un refus. Là, c'est possible de le faire pour investir dans des SCPI. Alors c'est ça, c'est effectivement un des intérêts. On ne peut pas faire activer le levier de la dette pour investir sur son assurance vie. Quoique, je pense qu'il y a des petits malins qui doivent bien négocier avec leur banque. En tout cas, les SCPI, c'est possible. Pourquoi? Parce que le sous-jacent est immobilier et donc les établissements de crédit acceptent de financer de l'immobilier, donc des SCPI. Alors, c'est un tout petit peu complexe parce que si vous allez voir votre banque pour lui dire je veux emprunter sur les SCPI X, Y et Z, elle va vous dire « Ok, je peux vous prêter, mais ce sera sur mes SCPI ». Donc c'est toujours un peu compliqué. Donc nous, on travaille avec des courtiers qui permettent de trouver le meilleur crédit suivant sa situation. Les taux sont un tout petit peu plus élevés que dans l'immobilier classique, qui a vu ses taux évidemment flamber depuis quelques mois. Mais ça reste intéressant parce qu'on a des SCPI qui fournissent un rendement plus élevé que le taux de crédit auquel on emprunte. Il faut regarder tout un tas de variables, tout un tas de métriques qui permettent de se rendre compte que l'opération elle est toujours plus intéressante à crédit, avec un TRI plus intéressant. Et surtout, on se constitue un patrimoine à partir de rien. C'est pas propre au SCPI, c'est l'effet de levier du crédit. Oui, tout à fait. Je faisais pas plus tard que ce matin justement un post LinkedIn par rapport au levier bancaire. Et en effet, je mettais en parallèle un investissement avec 20 000 euros d'apport où on arrive à soulever 200 000 euros à 8% versus 20 000 euros placés même sur un support qui rémunère plus, mais sans levier de la dette. Forcément on crée de la valeur avec cette dette et donc voilà. Bien sûr. Même si aujourd'hui c'est vrai qu'avec des taux qui sont remontés, faut voir exactement en fonction, mais si on a des taux à 3-4% versus un rendement à 5%,
Bon, il y a peut-être que l'intérêt tout de suite maintenant, à l'heure où on enregistre, c'est peut-être un peu moins évident comme ça, même si, comme tu le dis, après tout reste à voir, à négocier, à voir en fonction de différents paramètres. Mais voilà, donc il y a cette possibilité aussi de pouvoir le faire via le levier bancaire, quoi. Oui, et particularité française quand même, c'est qu'on emprunte à taux fixe et pas à taux variable. Donc puisque ça arrivera un jour, quand les taux baisseront, l'épargnant qui aura profité de cela pourra dire écoutez, moi je renégocie mon taux à la baisse. Et évidemment, c'est toujours bien d'acter, c'est toujours bien de s'endetter dans la mesure où on est capable de rembourser ce qu'on emprunte. Voilà. Oui, bien sûr, et tout investissement comporte un risque, toute dette se doit d'être remboursée, etc. etc. Voilà. Pour le disclaimer, mais oui, un point de vue intéressant, parce que c'est vrai que même si sur le papier, on a l'impression de ne pas faire une si belle affaire avec le delta du taux qui n'est peut-être pas en la faveur à l'instant T, si dans 5 ans, ça revient sur ou 2 ans, 3 ans, 5 ans, sur des taux plus faibles, il y a aussi la possibilité en effet de renégocier le prêt comme on le ferait sur une opération classique, et ouais, c'est intéressant de le voir aussi. J'avais également une question intéressante par rapport au démembrement de parts. Oui. J'ai vu donc votre site, en effet, Français CPI est vraiment très très bien fait. Vous expliquez, vous avez énormément d'articles. Et vous expliquez un petit peu le démembrement d'acquisition de parts de SCPI. D'une part, en quoi ça consiste, et deuxièmement, quel serait l'intérêt dans un cas de figure ou l'autre si on achète la nue propriété ou l'usufruit. Alors, je ne sais pas à quel point les auditeurs de La Bonne Fortune sont spécialistes juridiques, mais le démembrement, ça consiste à acheter soit l'usufruit, soit la nue propriété d'un bien. Et il se trouve que les SCPI sont démembrables, et sont démembrables en achetant une nue propriété temporaire. Et donc le démembrement temporaire se fait sur des durées de 5, 10, 15 ans. Alors, en général, c'est ces durées-là, mais il peut y avoir d'autres durées. Et donc ça veut dire que pendant 5 ans, si j'achète la nue propriété, eh bien, je n'ai aucun revenu pendant 5 ans. Bon. Et alors là, normalement, tu dois me dire, je ne comprends pas, mais quel intérêt du coup d'acheter la nue propriété ? Eh bien, l'intérêt, c'est que en contrepartie de la renonciation de percevoir les revenus pendant 5 ans, pendant la durée du démembrement, eh bien, la SCPI va dire, puisque vous renoncez aux revenus, eh bien, on va vous faire une décote, une sorte de réduction sur le prix d'achat. Donc plutôt que de l'acheter 100, je vais l'acheter 80. Et au moment du remembrement, donc à la 5e année, eh bien, je pourrais avoir ma part qui sera remembrée, donc ma part en pleine propriété, donc qui reviendra à 100. Donc entre les deux, en 5 ans, net d'impôt, j'aurais fait plus 25%. Donc c'est génial, si tu me suis toujours dans les calculs. Et au bout de 5 ans, eh bien, j'aurai mes revenus qui commenceront à tomber de 5%, si on est dans le cas d'une SCPI qui verse 5%. Mais je n'aurai pas 5% de 80 que j'ai versé au début, mais bien 5% de 100. Donc l'intérêt, il est d'acheter une part de manière décotée et d'avoir des revenus, des compléments de revenus qui sont plus forts au bout de 5 ans et qui n'ont pas été fiscalisés pendant 5 ans puisque j'en ai pas perçu. Et ça, on peut le mettre en place pour des personnes qui nous disent moi, je suis à peu près dans 5 ans à la retraite. C'est ce que j'allais te dire. Et je vais avoir une baisse de revenus. Là, je suis encore dans une TMI à 41%, mais je vais baisser à 30%. On lui dit, mais attendez, c'est pas pertinent d'avoir des revenus aujourd'hui, puisque de toute façon, vous n'en avez pas besoin et vous allez être fortement fiscalisé dessus. Attendons 5 ans avant de les avoir, et à budget égal, il peut s'acheter plus de parts. Donc c'est extrêmement intéressant. Je ne parle pas de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, qui exempte la nue propriété. C'est aussi un petit levier. Donc, quand on investit en nue propriété de part de SCPI, c'est quelque chose qu'on retire de sa base imposable à l'IFI. Ça ne tombe pas dans l'assiette imposable auquel. C'est intéressant parce que l'IFI, on y est potentiellement quand même assez vite. J'ai plus le barème exact, mais grosso modo, 1,2 million de patrimoine, quelque chose comme ça, approximativement, mais à l'heure où on se parle. Donc, ça peut potentiellement aller assez vite, notamment avec l'effet de levier bancaire. Ce côté démembrement et en effet acquisition de nue propriété, soit quelqu'un qui est fortement imposé mais qui veut quand même investir sur quelque chose d'assez stable, assez pérenne, et là tu prends l'exemple sur 5 ans, donc 80 au lieu de 100, donc en effet un quart, 20%, 25%, donc aller à un équivalent à peu près, encore une fois c'est approximatif, mais de 5% par an.
sans parler des intérêts composés, etc. Donc à peu près l'équivalent du rendement moyen qui a été versé jusqu'à aujourd'hui, donc ce qu'on peut espérer en termes de rendement de distribution, sauf que là, on ne le perçoit pas directement. C'est reporté. Par contre, il y a zéro fiscalité vu qu'on n'a pas de revenus. C'est ça. Et au moment du remembrement, il n'y a pas de fiscalité, il n'y a rien qui se passe. On récupère la pleine propriété, 100%, et on sera fiscalisé que sur la distribution à ce moment-là. Absolument, parce que c'est dans le code civil, le remembrement. Donc ça si l'État disait, maintenant je vais fiscaliser la plus-value qui est constatée, puisque c'est vraiment une plus-value, qui est constatée lors du remembrement, il y aurait d'autres sujets sur lesquels il reviendrait et un peu plus épineux. Donc non, c'est une particularité en France, le remembrement pas fiscalisé. Et les parts en nue propriété sont assez accessibles. Si on veut les revendre entre deux, est-ce que c'est possible avant les 5 ans pour X raisons? Est-ce que techniquement c'est possible, même si on a bien compris que ce n'était pas le but? Non, c'est pas possible. C'est bloqué. Et là, pour le coup, autant les parts de SCPI, quand on les achète de manière classique, c'est-à-dire en pleine propriété, elles ne sont pas bloquées. On peut les revendre à tout moment, modulo le fait qu'on paye les frais de souscription. Donc si vous achetez une part ce matin, que vous la revendez cet après-midi, c'est une très mauvaise opération. Mais n'empêche que vous pouvez le faire. Dans la nue propriété, quand on achète une part démembrée, eh bien, on s'engage quelque part sur toute la durée du démembrement, donc 5 ans, à ne pas revendre ses parts. Disons que plus qu'on s'engage, techniquement, c'est impossible. Voilà. D'accord. Là, on évoquait sur la plus-value de revente de parts. Donc, on a bien compris l'imposition classique en personne physique. On tombe sur la case des revenus fonciers pour ce qui est du rendement qui est versé, la distribution. Oui. Et le jour où je revends ma part, j'ai acheté 100, je la revends 110 ou 120 10 ans après. Cette partie de plus-value, elle est imposée comment? Elle est imposée comme sur de la plus-value immobilière classique, donc avec des abattements à partir de 6 ans. D'accord. Un barème dégressif en fonction du nombre d'années de détention. D'accord. En général, la plus-value, elle est constatée sur le prix de retrait. Donc ça veut dire que si j'achète ma part 100 et que j'ai 10% de frais de souscription, donc j'ai ma part 100 que je revends 90, l'État prend en considération le 90. Donc il faut faire, entre guillemets, un certain pourcentage pour être en plus-value. Mais encore une fois, c'est pas le but de la SCPI, c'est pas le leitmotiv de la SCPI. Le but, c'est vraiment de faire du rendement, d'avoir un rendement qui est là, qui n'est pas garanti, mais qui permet d'avoir des compléments de revenus. Voilà. Donc, s'il y a une plus-value, elle est considérée comme une plus-value immobilière classique. Ok, ouais. Concernant le démembrement, donc on a vu la partie de l'investisseur qui souhaite éventuellement investir dans de la nue propriété. L'inverse, investir dans l'usufruit est possible également. Absolument. Et là, en général, c'est plutôt des personnes morales, donc des sociétés, ça peut être des SCI, des SAS, bon, je ne peux pas citer toutes les formes juridiques qui existent, mais toutes les sociétés peuvent investir dans l'usufruit. Et l'usufruit, ça permet pour un petit montant d'avoir un gain de trésorerie qui est important et qui permet d'optimiser sa trésorerie stable sans rentrer dans le détail quand on est une société. Et techniquement, donc on achète des parts, l'usufruit, pareil, donc on s'engage 3, 5, 10 ans en fonction du contrat sur lequel on part. Et donc on perçoit des revenus durant toute la vie là, comme ça, de la détention des parts. Et par contre, à échéance, on n'a plus rien. Exactement. En fait, l'exemple de tout à l'heure, c'était un nu propriétaire qui achetait sa part 80, une part qui vaut, entre guillemets, 100. Et pendant 5 ans, il renonce à percevoir tous les revenus. Et au bout de 5 ans, il a ses 100, sa part qui est remembrée. De son côté, l'usufruitier, lui, il va dépenser 20, mais du coup, puisque le nu propriétaire n'a pas les revenus, eh bien, qui va percevoir les revenus? C'est bien l'usufruitier. Et donc, il va percevoir 5%, mais non pas de 20 € qu'il a dépensé, mais 5% de 100 pendant 5 ans. Donc, il va se percevoir 5 € pendant 5 ans, donc ça fait 25. Donc, pour 20 € dépensés, il percevra 25. Alors, en TRI, parce qu'il y a des optimisations fiscales dans lesquelles je vais pas rentrer, qui peuvent être passées au bilan en termes d'amortissement, etc., il gagne net d'impôt. Si on est sur 5%, il gagne 4,75. Et donc, il se retrouve avec, en ayant investi 20, il se retrouve avec, je crois que c'est quelque chose comme 23.
Donc ça paraît pas beaucoup, parce que si on se dit, attends, mais moi j'investis, ramener à 5 ans, c'est pas énorme. Et pour une société, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est extrêmement dur de placer son argent, extrêmement dur de faire fructifier son argent. Et donc cette solution-là, elle permet de faire travailler la trésor, et on voit des personnes qui, tous les ans, investissent effectivement dans l'usufruit. Parfois, il y a des personnes qui effectivement décident d'investir en tant que personne physique en nue propriété. Et puis ils ont une société d'un autre côté qui leur appartient et qui investissent en tant que personne morale dans l'usufruit. Voilà. C'était la question justement de Anthony qui est dans la communauté privée de la bonne fortune. C'était ça, tu devances, c'était savoir si c'était possible de le faire exactement ce que tu viens de décrire, d'acheter la nue propriété en personne physique, comme ça potentiellement on n'est pas imposé. Oui. Et par contre de faire travailler le fruit de ses rendements en achetant l'usufruit en face dans sa société. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de requalification fiscale, ou c'est totalement légal, ou c'est de coutume, ça existe et ça pose aucun souci? Ouais, c'est légal à partir du moment où on fait pas, où on reste dans la norme, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la clé de répartition, si on n'avantage pas la société ou si on n'avantage pas la personne physique. Voilà, il faut pouvoir prouver qu'on l'a fait dans les normes de marché, donc on n'a pas truqué le pourcentage, et ça vient surtout, donc c'est légal, ça vient toucher quelque chose d'important qui est, tout à l'heure tu me disais, est-ce que en tant que nu propriétaire je peux céder mes parts rapidement, et je te répondais non, parce que au bout de 5 ans pendant 5 ans on est bloqué, et en fait la vraie raison c'est que il faudrait, si tu décides de vendre au bout de 3 ans, que l'usufruitier soit d'accord pour vendre aussi au bout de 3 ans, ce qui n'arrive jamais. Mais sauf que si tu es nu propriétaire et que l'usufruitier c'est aussi toi via ta personne morale, ça rend un peu plus liquide les choses. Donc voilà, c'est aussi un des intérêts et ça permet d'optimiser. Voilà. D'accord, donc j'imagine que vous accompagnez différents types de personnes qui seraient éventuellement être dans ce cas-là, ça pourrait les intéresser. Oui, absolument. En termes de transmission, là on est sur le démembrement, donc là on a bien compris qu'on parlait de démembrement temporaire, mais est-ce qu'il est possible d'effectuer des démembrements de façon un peu plus classique, comme on peut le voir sur l'immobilier ou n'importe quel actif, pour anticiper, préparer sa succession également? Je te donne un exemple très très simple. Tu parlais de se construire un complément de revenus pour sa retraite, par exemple. Voilà, j'arrive à la retraite, donc moi, l'usufruit m'intéresse, je veux avoir un complément de revenus, des rendements, et par contre, j'ai envie de transmettre tout de suite la nue propriété à mes héritiers pour être dans le cadre d'une transmission, etc., avec les avantages que ça peut comporter. C'est possible de le faire, ça également? Tout à fait possible. On peut dire, je donne la nue propriété à mes enfants, donc là, c'est un démembrement, on parlait, comme tu le disais, de démembrement temporaire. Là, l'exemple que tu cites, c'est un démembrement viager, donc c'est-à-dire que je serai usufruitier tant que je serai en vie, et puis quand je serai plus en vie, les nus propriétaires, qui en général sont mes enfants, deviendront plein propriétaires des parts sans droit de succession. Et il y a même quelque chose parallèlement à ça, en fait, les SCPI, c'est extrêmement intéressant pour la succession, parce que si j'ai 100 000 euros de part de SCPI, je peux en donner 33 333 euros à chacun de mes enfants si j'ai 3 enfants, et chacun fait ce qu'il veut avec, c'est sécable. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va les garder, et on a vu le cas, donc c'est pour ça que je cite cet exemple. Il y en a un qui va les garder parce qu'il a besoin de complément de revenus, l'autre qui va dire moi je vais les vendre parce que j'ai besoin d'un capital, et l'autre qui fait ce qu'il veut avec, qui peut en vendre même juste une partie et puis conserver l'autre partie. On a vu l'exemple inverse avec un client qui avait hérité d'un appartement, 2 pièces à Paris, avec ses 2 autres frères. Il y en avait un qui voulait le vendre parce qu'il avait besoin d'argent, l'autre qui voulait pas parce qu'il avait fait ses études dedans, et puis notre client qui savait pas trop quoi faire. Donc, dans les SCPI, chacun fait ce qu'il veut avec, et ça évite clairement les problèmes d'indivision, les problèmes de succession. Enfin, voilà, pour le coup, on a rencontré l'exemple, et je peux vous dire que ça s'est parfaitement bien passé. Donc voilà. Donc c'est aussi un point pertinent sur les SCPI. Très très intéressant en effet, vu que ce sont que des parts, chacun fait ce qu'il veut de sa part et est libre et n'est pas pieds et mains liés avec. C'est ça. Avec ses frères et sœurs sur un bien donné où il faut se mettre d'accord, tout à fait, oui. Ouais.
Si je dois faire un petit résumé jusque maintenant sur, allez, on va dire, les bons points et les mauvais points, en tout cas les désavantages, en effet, il y a des... Allez, pour commencer sur les inconvénients, il y a peut-être des frais d'entrée qui peuvent paraître un petit peu élevés, mais ça s'explique et ça assure de l'autre côté, comme tu dis, une stabilité, on est sur le marché un peu plus longtemps, etc. Un rendement qui peut paraître en fonction pas forcément fou, mais qui est quand même avec un historique quand même assez intéressant, potentiellement à plus de 5% sur plus de 30 ans dernièrement. Enfin, c'est quand même un bel historique. Potentiellement, le manque de liquidité, c'est pas le bon terme, mais la nature du produit fait qu'on doit s'engager à conserver d'une certaine manière les parts assez longtemps. Donc un petit manque de liquidité d'une certaine manière, même si on a le droit de ressortir, on a un coup dur, on vend nos parts, il y a une petite décote, mais on peut faire face, on peut l'utiliser. Et par contre, en avantage, j'y vois quand même pas mal de points intéressants, avec le ticket d'entrée qui est accessible, donc ça c'est toujours intéressant de pouvoir donner la possibilité à chacun de rentrer sur un marché. Le gros point qui moi me ferait de l'œil si demain je dois venir sur ce sujet, c'est la gestion passive sur l'immobilier. La gestion passive, il n'y a vraiment rien à faire hormis peut-être remplir sa feuille d'impôt, lire le bilan et puis c'est tout. La possibilité d'y aller avec le levier bancaire, le fait d'être sur une classe d'actifs qui est de nature diversifiée, on n'est pas tout sur un seul et même bien. Voilà. Et puis cette stabilité de rendement, la non-volatilité, voilà, qui permet de rassurer d'une façon générale. Voilà un petit peu les bons points d'un côté. Est-ce que tu vois des choses à rajouter? En fait, moi, ce que j'ai juste envie de dire, c'est qu'il y a c'est pas un produit parfait. Voilà, il y a des avantages, il y a des inconvénients, et c'est ça qui est rassurant aussi, c'est qu'on vend pas. On vend pas un produit parfait qui ne présente que des avantages. Oui, il y a un risque de liquidité. Oui, il y a un risque de fluctuation du prix de part. Oui, il y a un risque de fluctuation du revenu. Mais c'est exactement les mêmes points que dans l'immobilier classique, quoi. Voilà. Sauf qu'ils sont atténués avec la typologie du produit. Et donc, c'est un produit qui, la SCPI, je prêche un peu pour ma paroisse, mais je suis pas non plus dans le déni. Je sais que c'est pas un produit parfait, mais c'est un produit qui a un couple rendement-risque qui est un des plus intéressants. C'est-à-dire que oui, on gagnera jamais plus 20% comme sur le marché action ou comme sur les cryptos, mais il est peu probable qu'on perde 40% s'il y a un retournement de marché. Voilà. C'est aussi ça, le point. Puis en plus, qui s'adapte vraiment à qu'on soit dans le début de son parcours pour se construire un patrimoine, ou alors plutôt se construire une rente en fin de parcours, etc., avec des optimisations, des possibilités. Merci Paul pour toutes ces explications. Toi, à titre personnel, Paul, alors on a bien compris que tu as monté cette boîte avec ton associé, voilà, avec passion, avec ferveur. J'imagine que tu as investi dans des SCPI. Est-ce que tu as investi dans d'autres classes d'actifs et si oui, pourquoi? Alors, je pense que comme tu l'as compris, je suis entrepreneur. On a créé cette boîte il y a un tout petit peu moins de 10 ans. Et donc tout l'argent que j'ai gagné, c'est pas une fortune, mais tout a été réinvesti dans France SCPI. Donc indirectement, je suis investi que sur les SCPI. C'est pas la meilleure des manières, puisqu'on répète à nos clients de diversifier, de pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Moi, j'ai mis tout mon argent dans la boîte. Voilà, c'est preuve que j'y crois aussi. Pour les auditeurs de La Bonne Fortune, est-ce qu'il serait possible de leur proposer de tenter de gagner ton excellent livre, La SCPI pour les nuls, et d'organiser un petit concours que je pourrais mettre en place pour l'un des auditeurs qui serait intéressé pour décortiquer le sujet plus encore? Est-ce qu'il serait possible que tu puisses offrir ce bouquin à l'un des auditeurs? Avec plaisir, avec plaisir. Si c'est en plus pour le remettre entre plein de mains après, sans aucun problème. Exactement, écoute, avec grand plaisir, et dans tous les cas, pour toutes celles et tous ceux qui sont vraiment très intéressés pour découvrir ça, je mettrai le lien également du livre. Dans ce livre, on y retrouve quoi dedans, Paul? J'imagine que un petit peu tout ce qu'on a évoqué, plus en détail et de façon vraiment démocratisée, vulgarisée.
Oui, absolument. On y retrouve de manière plus détaillée, parce qu'on ne peut pas résumer un livre en 1 heure, mais ce qu'on vient de se dire. On trouve aussi des points d'exemple. On trouve aussi la manière dont il faut décortiquer les données dans ce qu'on voit, ce qu'on appelle le bulletin trimestriel de chaque SCPI. Donc il y a des données intéressantes à lire, à analyser, à décortiquer. Donc là, on donne les clés. Et puis, on donne aussi des exemples de SCPI. On explique comment tout ce monde de la pierre-papier, pour reprendre son petit nom, fonctionne. Et puis c'est un excellent livre pour envisager le placement, qui soit fait d'ailleurs avec France SCPI ou avec d'autres. Ouais. Ok, cool. Pour celles et ceux qui souhaiteraient te retrouver, donc bon, il y a le site, encore une fois, francescpi.com. Alors attends. Mais .fr, ça marche aussi. Mais c'est francescpi.com, tout attaché. Voilà, tout attaché. Et sinon, ils peuvent te retrouver si les auditeurs souhaitent prolonger cette discussion avec toi personnellement. Tu es présent sur des réseaux, sur LinkedIn peut-être? Essentiellement sur LinkedIn, oui, tout à fait. Ils peuvent m'ajouter et me poser des questions et puis rentrer en contact avec nos équipes aussi. Voilà, on est digitaux, mais on a aussi, c'est ce qui fait une de nos forces aujourd'hui, c'est le fait d'être expert évidemment et le fait d'être humain. Voilà, je pense que on est tous un peu pareils, on se renseigne si on a envie d'investir ou de travailler avec une société. Et sur Trustpilot, je crois qu'on est la plateforme la mieux notée, avec des commentaires dithyrambiques. Au début, on s'est dit, mais c'est vraiment étonnant, c'est des faux commentaires, c'est pas possible. Mais non, les gens sont hyper... on a une communauté qui est conquise et qui est contente d'investir avec nous. Voilà. Ok, super. Si jamais il y en a qui ont déjà investi d'ailleurs avec vous, qui nous écoutent aujourd'hui, je vous invite pour les utilisateurs à continuer à mettre des commentaires sur les plateformes. Dans tous les cas, ça aide toujours les boîtes, les entreprises à se développer. C'est toujours intéressant, ça prend 2 minutes et ça vient témoigner comme ça du travail, de la qualité du travail qui est effectué. Est-ce que tu as un petit, j'aime bien poser cette question à mon invité, un petit mantra ou une petite citation, une petite philosophie de vie que soit tu te répètes, que tu aimes partager autour de toi? Oui, alors moi j'aime bien 2 choses. Alors je ne sais pas si c'est une... je me répète souvent 2 points. C'est pas parce que tu caches le soleil avec ta main qu'il arrête de briller. Voilà, je sais même pas qui en est l'auteur, c'est pas de moi en tout cas, mais c'est un truc que je répète souvent, qui permet de rester optimiste. Et quelque chose qu'on répète souvent, qu'on répète souvent à nos équipes de chez France SCPI et entre nous aussi avec Olivier, mon associé, c'est on fait aujourd'hui ce que les autres feront demain. Voilà. Je crois que c'est une citation de Cocteau, mais qui est intéressante parce que ça permet de se dire en faisant les choses avant les autres, soyons précurseurs, et en même temps c'est applicable au monde financier. C'est qu'en général, quand tout le monde fait quelque chose, c'est qu'il est temps d'arrêter peut-être de le faire ou de ralentir. Et les SCPI, c'est un produit qui reste encore confidentiel et c'est pour ça qu'on le conseille à nos clients, qu'on aime bien et qu'on est convaincu surtout. Voilà. C'est un produit avec lequel on est à l'aise, on est solide. Voilà. C'est pas un produit parfait, mais on est solide avec ça. Voilà. Superbe, en tout cas, oui, ça s'est entendu, ça s'est compris. Je pense que les auditeurs aujourd'hui regarderont en tout cas ce placement avec un œil différent. En tout cas, moi, ça sera mon cas. Et ça m'a même donné des envies pourquoi pas à l'avenir de y mettre aussi mes œufs d'une certaine façon pour être diversifié plus encore. Merci beaucoup, Paul, pour ton temps, pour ce super moment passé ensemble ce matin. Encore une fois, je remettrai tous les liens dans les notes de l'épisode où te retrouver, le lien du site, ton LinkedIn, et puis également le petit jeu concours à mettre en place pour gagner ton superbe livre, la SCPI pour les nuls, avec grand plaisir. Et écoute, je te laisse le mot de la fin si tu veux pour conclure cette magnifique émission. Le mot, ce sera simple, ce sera merci. Merci Ismaël, merci. J'ai été content d'échanger aussi, puis de diffuser tout ce que je pouvais savoir, et j'en apprends encore tous les jours sur les SCPI. Donc, encore un grand merci. Merci à toi, c'est moi qui ai appris beaucoup aujourd'hui. À bientôt. Et encore une nouvelle fois, mille merci à Paul pour cette émission passionnante où il nous a livré littéralement une masterclass sur les SCPI. Et si vous voulez continuer ou prolonger cette discussion, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux avec le compte de la Bonne Fortune sur Instagram ou mon compte sur LinkedIn. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. Ciao ciao.